Donc bonjour, je me présente, Michael Lacombe. Je vais vous parler aujourd'hui de la question qui a été soulevée par un de mes collègues concernant l'analyse des conséquences de l'enseignement à distance. Ma présentation aujourd'hui va concerner 4 points, soit l'évolution de l'éducation, la formation la formation et les compétences des enseignants, l'apprentissage de l'élève et aussi l'environnement. Donc toutes des questions qui vont toucher directement ou indirectement à un enseignement à distance. Puis, en plus, tous ces points-là sont basés sur des sujets qu'on a vus lors du cours de maîtrise, enseignement, école et société. Donc, débutons avec la réussite scolaire. Quand je vais parler ici de réussite scolaire, je vais parler comment que l'école fonctionne, puis si elle fonctionne bien en fonction de la société. Donc, est-ce que les savoirs, puis les outils qu'on offre aux élèves, mais vont lui permettre à cet élève-là de pouvoir bien fonctionner, puis de pouvoir être autonome dans sa vie future. D'ailleurs, c'est Dewey qui disait que l'école doit promouvoir des valeurs, puis qui doivent les classer selon la situation afin de créer une priorité. Puis que ces valeurs-là, ben, la valeur ultime, c'est le processus même de la vie. Donc, de s'assurer que l'élève devienne autonome. Dewey même disait que l'objectif, ce serait de développer l'efficacité, la sociabilité, le goût esthétique, puis l'exercice de la méthode intellectuelle, puis le respect des droits des autres. Donc, ça, c'est vraiment des éléments, la sociabilité, le respect des droits des autres, qui s'appliquent fortement à l'école même. Donc, dans les classes, tout ça, lorsque l'enseignant dirige l'éducation ou même lorsque les jeunes interagissent entre eux. Par contre, ce serait vraiment intéressant de voir, lorsqu'on est derrière une caméra, comme présentement je suis, à quel point on est capable de garder l'élève actif, à quel point on est capable de faire en sorte que lui-même, dans ses emplois futurs ou encore dans ses relations futures, est capable de se concentrer à une tâche à même l'informatique. Parce qu'on sait que par moment, ça peut être très difficile de pas faire plusieurs choses en même temps. À l'école, c'est facile puisqu'on a quelqu'un qui va nous superviser. On a une pression également sociale des autres. Mais à quel point on est capable d'être efficace derrière son ordinateur. Ça aussi, il y a beaucoup d'emplois dans le futur qui vont utiliser ça. Donc, je pense que ce serait un excellent élément à considérer lorsqu'on parle d'enseignement à distance. Par la suite, on va parler du décrochage scolaire. Je vais aller surtout dans le niveau de l'engagement. J'ai découvert ici, trouvé une petite information, une source sur les décrocheurs scolaires qui sont-ils à Montréal. On va avoir 40% les discrets et les inadaptés. Et ensuite, on va avoir les désengagés et les superflus. De plus, dans les recherches de Janos, comme vous pouvez voir ici les résultats, on parle de tous les impacts de ça, que les jeunes qui décrochent vont avoir un moins bon salaire, vont moins participer à la vie en société, tout ça. Ben, je pense que autant sur les discrets, les inadaptés, les désengagés et les sous-performants, la possibilité d'offrir des cours enseignement à distance, on va voir une réponse différente de l'élève face aux tâches demandées, face à l'école. Donner un exemple, dans un de mes cours, moi je suis en adaptation, un de mes élèves qui est très anxieux en société fait en sorte que dans la classe, il va déranger souvent c'est son tour de parole, il va faire des blagues ou il va éviter de répondre pour pas avoir une erreur. Tandis que lorsqu'il est derrière l'ordinateur, il peut prendre le temps et répondre sur des forums ou répondre en participant avec un chat, ça va être beaucoup plus facile pour lui de transmettre à l'écrit sa pensée. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas la pression sociale de répondre directement. Ensuite, il sait qu'il va pouvoir me répondre le lendemain s'il veut. Donc, au niveau de son horaire corporel, il est moins pressé par ça. Donc, ça, c'est un gros avantage, je dirais, de l'enseignement. À l'inverse, il n'y aurait pas de pensée magique non plus. Lorsqu'on parle des désengagés, peut-être le fait de leur permettre d'être à l'ordinateur, avoir un rythme, surtout si l'enseignant vient à des cours plus magistraux, je pense que là, ce 10%-là risque vraiment d'augmenter fortement. Je souhaitais également passer un petit mot sur les syndicats et les ordres. Donc, un des éléments qu'on a vu cette année dans notre cours, c'est que on connaît maintenant la position du ministre M. Roberge présentement à la CAQ sur l'ordre des enseignants. C'est un élément que je connaissais pas. Moi, je sais que c'est mes 2 premières années maintenant en enseignement et je vois le grand pouvoir des syndicats, puis des assemblées syndicales aussi, qui font en sorte que les enseignants, je les sens moins ouverts ou encore adaptables au changement. C'est bien sûr que les syndicats ont joué un gros rôle dans le temps au niveau des
travailleurs et travailleuses, surtout afin d'équilibrer les budgets au niveau des horaires. Puis aussi, encore aujourd'hui, les syndicats vont travailler beaucoup pour diminuer le pouvoir des grands patrons pour pas qu'il y ait des écarts énormes entre les employés et les patrons. Moi, le seul hic que je vois, c'est que maintenant que le patron, c'est le gouvernement, au niveau des écoles, je crois qu'il y a un respect, bon, qui doit être écrit, certes, mais en même temps, je vois une grande valeur dans l'ordre que les enseignants vont être beaucoup plus ouverts, je pense, à aller à des formations, puis de pouvoir voir aussi les valeurs de ces formations-là, de pouvoir les utiliser du moment qu'on est formé, de pouvoir les utiliser tout de suite après et que ça va faciliter leur travail. Bon, bien sûr, je crois que ces formations-là doivent pas être ajoutées à la tâche. Donc, on propose de passer de 32 heures à 40 heures. Faire attention, c'est 8 heures de plus là ne devrait pas être dédié aux formations parce que là, le métier d'enseignant va être très complexe, mais beaucoup plus inclus dans la tâche. Et je termine la section de l'évolution de l'éducation pour parler de l'école de demain. Bon, ici, j'ai plein de petites phrases clés qu'on a vues en cours de parcours. Dans le livre, on parlait, le progrès signifie donc non seulement une possibilité d'action sur la nature, mais aussi une possibilité de contrôle sur l'être humain. Ensuite, on parlait que l'école refait ce qui a été fait par le passé, donc aliène les élèves. On fait attention parce qu'aujourd'hui, les élèves, ils savent qu'un diplôme, ça leur permettra pas ils croient plus que ça va leur permettre d'avoir un emploi. En plus, si le chemin devient de plus en plus facile pour eux, ils pensent pas qu'ils ont besoin nécessairement de ça. Wapnick disait que l'objectif premier de l'éducation ne devrait pas être de mener les élèves vers leur métier, mais bien de leur faire découvrir aux jeunes une panoplie d'habiletés, de situations où ces derniers pourront mettre à profit leur esprit critique et développer leur champ d'intérêt. Donc, lorsqu'on parle d'enseignement à distance, on tombe en plein ici à est-ce que c'est bon pour la société de développer l'esprit critique, à être à l'écoute des autres via un média? Et pour terminer, c'est sûr qu'on va avoir des situations qui sont de la vie réelle, surtout présentement dans le temps de la pandémie de la COVID. Donc, dans le temps, on avait une école qui était faite pour refléter la société, l'État, conduire les élèves vers un métier qu'ils aimeraient. Aujourd'hui, l'école est beaucoup plus à l'utilitaire, à la rentabilité, à faire en sorte qu'on apprenne des choses, puis qu'après ça, on se décide par nous-mêmes ce qu'on fait, ou encore être créatif, puis développer des nouvelles entreprises, lorsqu'on sait qu'au Québec, on est excellent là-dedans. Donc là, je vais parler de formation et compétences des enseignants. Je vais d'abord voir les 3 dimensions de l'engagement scolaire. Lorsqu'on parle d'enseignement à distance, je pense qu'on va aller jouer sur ces 3 dimensions-là. Donc, la dimension cognitive, c'est vraiment au niveau des stratégies qu'on va envoyer. Ben, il y a des belles valeurs à aller chercher au niveau de l'enseignement à distance chez l'élève. Donc, c'est beaucoup plus facile d'appliquer des stratégies, d'ailleurs, de pouvoir leur transmettre des petits devoirs ou des petites leçons, de pratiquer, de cibler une de ces stratégies-là, et ensuite de passer à l'autre afin que l'élève par lui-même trouve ce qu'il aime. Dimension socio-relationnelle, ici encore, on va être plus distant, donc on doit être à l'écoute beaucoup plus de la personne qui parle, puis doit passer aussi moins de temps. On peut pas passer 30 minutes, 1 heure devant un ordinateur. Donc, il va vraiment falloir que ce soit plus concis. Et finalement, la dimension affective, aussi une difficulté à aller chercher lorsqu'on n'est pas en contact réel avec les jeunes. Mais comment qu'on va faire? Donc, tout ça, ça prend des formations, ça prend un apprentissage de la part de l'enseignant pour être capable de maîtriser ces 3 dimensions. Comme Locke le disait, les finalités de l'éducation se résument dans les visées du précepteur. Donc, la grande affaire de l'enseignant, c'est de façonner l'esprit, de façonner les manières de former l'esprit aux jeunes. Ben, c'est de lui donner de la sagesse, de lui donner peu à peu une idée du monde, de développer en lui la tendance à aimer puis à imiter tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent et tout ce qui est louable. C'est Locke qui dit ça. Ben, l'enseignant aussi a ce rôle-là. Il peut pas transmettre quelque chose si lui-même il n'y croit pas. Donc, c'est là que on le sait que les enseignants ne sont pas au même pied d'égalité au niveau de la formation, au niveau de l'expérience, au niveau ne serait-ce que des générations. Donc, c'est sûr que si on pousse toujours à des technologies futures, c'est toujours les enseignants plus vieux qui vont avoir de la difficulté à se joindre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, même au niveau de la structure, de les aider, de les supporter. Il y a quelque chose de vraiment excellent au niveau de l'enseignement à distance, mais pour ça, il faut que les enseignants, ensemble, on se tienne les coudes et qu'on soit adaptable, justement, on soit ouvert à ce changement.
Est-ce que l'enseignement à distance créerait des inégalités? Certes, il va y avoir des inégalités au niveau, ne serait-ce qu'on a vu des reportages, des documents, le Devoir rapportait que, ne serait-ce qu'au niveau d'Internet, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet haute vitesse, c'est pas tout le monde qui a accès même à Internet. Est-ce que le gouvernement fait bien son travail présentement en fournissant des ordinateurs, du moins dans mon école? Oui. Donc, il vient équilibrer un peu les choses ici au niveau de ceux qui ont, au niveau de l'écart monétaire. Est-ce qu'il y a une inégalité aussi de la part des enseignants? Oui, je n'ai parlé tantôt au niveau de l'apprentissage, c'est pas tous les enseignants qui ont la même expérience. Et lorsqu'on sait que la responsabilité et l'impact des enseignants sont flagrants dans le résultat des élèves, ben, si on fait du système scolaire, le système qui permet cet enseignement-là à distance, il va y avoir des inégalités. Donc, ça revient à, est-ce qu'on est capable d'égaler ça? Est-ce que le gouvernement va être capable de faire en sorte que notre formation va nous permettre d'avoir des outils pour enseigner à ces jeunes? Par la suite, dans un article de Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Donc, on parlait des 4 qualités essentielles qui sont la maîtrise de sa matière, les compétences didactiques et pédagogiques, la capacité à construire une relation avec les élèves et leurs familles, et enfin avoir confiance en le potentiel des élèves à voir progresser. Ben, ces 4 éléments, encore une fois, qui vont s'ajouter, ils vont ajouter des difficultés lorsqu'on va parler d'enseignement à distance. Est-ce que l'enseignant va être capable de la maîtriser, sa matière? Il va-t-il avoir les compétences pour changer sa formule qui peut-être est habituée par le passé? Un gros avantage que je vois par contre, c'est au niveau de la relation avec les parents, beaucoup plus facile de voir la réalité du jeune. Est-ce que le jeune a un espace de travail? Est-ce qu'il se sent bien chez lui? Ça va vraiment aider probablement les enseignants à avoir un meilleur contact potentiel avec les parents. Donc c'est sûr que des fois ça pourrait être difficile, mais moi je l'ai vu dans un de mes cours, là, il y avait toujours une mère qui était derrière son enfant, puis on voyait que la fille était exaspérée, l'enfant était exaspéré. Donc, on lui donnait des trucs de fermer sa caméra, de fermer son son aussi. Peut-être moins la caméra, mais fermer son son. Donc, elle se sentait plus dérangée par ça. Puis après ça, nous, c'est facile de communiquer avec le parent, de dire, est-ce qu'il y aurait potentiellement une possibilité de le mettre dans sa chambre ou quelque chose. Donc, de donner des outils aussi aux parents, sans toutefois porter de jugement, évidemment. Au niveau de l'apprentissage de l'élève, on va parler de la motivation. Motivation, donc, susciter et développer. Ben, l'objectif d'un enseignant, c'est aussi de développer chez le jeune un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux qui est réclamé de lui, donc d'être stimulé, mais aussi de la société. Donc, c'est ce qu'on s'entend. C'est Durkheim qui nous annonce ça. Puis même lorsqu'on se rappelle des vidéos qu'on a vues dans les vidéos au nord du Québec, ben Isaac disait que les jeunes étaient confinés à demeurer sur place puis à tirer profit des accords du passé. Donc, c'était pas motivant pour eux de se développer. Moi, je trouvais intéressant ici, comme apprenant dans un groupe de voir l'élève dans synchrone versus asynchrone, mais aussi dans les classes traditionnelles, les classes de téléenseignement, les classes virtuelles interactives. Donc, de voir que il y a une possibilité que lorsqu'on parle de formation individualisée en ligne ou de classe virtuelle, que le tout se fasse d'une façon synchrone et que ensemble les jeunes partagent des moments. Donc, on va venir chercher ici la sociabilité qu'on parlait au début, mais je pense que ça va susciter de l'intérêt, ça va le motiver parce qu'après ça permet aussi de potentiellement créer des relations entre les divers groupes, même peut-être les divers pays. Là, on parle pas demain, là, mais on parle d'un potentiel. Une classe synchrone virtuelle, c'est aussi la possibilité d'avoir des jeunes, je sais pas, mais d'Amérique du Sud qui viennent enseigner l'espagnol, qui viennent assister à un cours d'espagnol dans nos classes à nous. Donc, c'est une possibilité qu'on peut s'ouvrir sur le monde. Donc, c'est vraiment une belle porte pour motiver et susciter de l'intérêt chez les jeunes. Au niveau des difficultés scolaires, je vais terminer le premier vidéo là-dessus. On parle que, bon, tantôt j'ai parlé que les filles, je l'ai mentionné que les filles souvent en classe vont avoir ils vont avoir tendance à intérioriser plus leurs sentiments, tout ça, selon les recherches, puis que le fait de pouvoir les voir, leur donner le temps de parole, on parlait au début que l'informatique permettait justement d'avoir plus de temps de parole, puis le temps de parole soit plus égal plutôt que les verbomoteurs, ben, ça, c'est des beaux avantages au cours à distance. C'est une opportunité de l'enseignant de travailler avec les pairs, de pair avec la famille, de créer un environnement de travail constructif. Également, si on se reflète à Rousseau, il parlait que il y a réellement un apprentissage si l'enfant il est motivé. C'est-à-dire si ce qu'il apprend, ça comporte un sens pour lui. Ben, encore une fois, il va
on le voit dans le milieu du travail présentement que les technologies ont pris de la place. Donc, les écoles, c'est à eux de se mettre au même diapason avec ça. Et finalement, la philosophie de la réforme, ben, il nous indique qu'un bon professeur, c'est quelqu'un qui est un metteur en scène qui fait jouer l'élève. Donc,